Voilà. Je pense que vous voyez tous à plein écran ma présentation, n'est-ce pas? J'espère. Bon, très bien. Déjà, merci. Effectivement, aujourd'hui, l'objectif je voudrais vous partager, c'est de montrer cette liaison entre paysage et énergie tout le long du temps, mais aussi voir qu'est-ce qui se passe maintenant. Enfin, comment cette relation paysage-énergie, qui ça rien d'évident, c'est quand même, enfin, ça existe depuis très longtemps, mais c'est quand même quelque chose qu'on commence à mettre en avant assez récemment, à façonner toujours nos paysages et comment cette relation se développe aujourd'hui, comment elle est mise en place, notamment, comme je disais, Jean-Pierre, moi je travaille entre la France et les Pays-Bas. Donc, du coup, mettre ces deux éléments à l'avance dans ces deux pays. Donc, je sais qu'il y a eu déjà, je l'ai bien vu, un webinaire sur le changement climatique, mais du coup, je voulais juste remettre un peu en contexte la présentation d'aujourd'hui, parce que là, on parle des paysages, énergie, et dans un contexte des transitions énergétiques et écologiques. Donc, changement climatique, je rentre pas dans les détails, mais sur ces deux éléments pour le limiter, donc atténuation et adaptation. Et aujourd'hui, la présentation sera principalement dans la partie des atténuations. Comment, à travers cette liaison entre paysage et énergie, comment on peut essayer d'atténuer les changements climatiques, en sachant qu'il n'y a rien d'évident, parce qu'à niveau même quantitatif, c'est très très difficile, l'atténuation à être compris sur les longues périodes, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, juste pour rentrer encore un peu dans les détails, transition écologique, socio-écologique, parce que j'aime bien aussi cette composante sociale. Il y a quand même un composant humaine dans laquelle il faut bien mettre en avant notre propre responsabilité et façon de faire. Mais en gros, ça, c'est une des parmi définitions qui existent de Sabine Bars, et dans laquelle on voit ça, cet changement, une transformation du métabolisme de nos territoires, de nos villes, et dans laquelle il faut moins consommer en termes de matière, en termes d'énergie, et progressivement substituer notre forme d'énergie. Donc, on parle d'énergie renouvelable, par exemple. Et c'est ça que je trouve important dans cette définition, qu'il y a cette liaison entre la biosphère et la société, question un peu aussi les rôles du paysage. On va voir. Donc, toujours là, c'est vrai, on va parler des énergies renouvelables et paysages, mais il y a d'autres aspects. En fait, quand on parle des transitions énergétiques, il y a même trois axes principaux. Une, c'est la sobriété énergétique. Il faut réduire les consommations énergétiques. Efficacité, qui c'est quand même, ça reste toujours un peu débattu, mais quand même, elle est importante. Comment on peut réduire la quantité d'énergie pour produire autant? Donc, la difficulté avec les sujets de l'efficacité, c'est qu'on peut dire plus on est efficace, donc on réduit pas forcément nos consommations énergétiques, on continue à produire autant avec la même quantité d'énergie. Donc, c'est pour ça que ça reste toujours un peu controversé. Et en dernier, bien sûr, pas moins important, la composante des productions d'énergie renouvelable, qu'on sait que c'est quand même très importante dans les paysages, mais on va voir, c'est pas le seul axe qui façonne et peut façonner pour les futurs nos paysages de la paix pétrole. Donc, pour donner un petit peu pareil des contextes, on parle des transitions, on parle d'énergie, mais on parle des paysages. Donc, pour poser un peu les bases, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec notamment ces notions, mais là, si on suit la Convention européenne du paysage, que c'est quand même une des grandes références, c'est cette partie du territoire comme perçue par les populations dont les caractères résultent de l'action des facteurs naturels et humains et de leurs interrelations. Mais qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi que les péages, c'est un lieu de projet, des planifications. Et on peut essayer de le travailler à travers les projets, à travers les pratiques, pour réduire les émissions de carbone, pour produire de l'énergie. Et la chose qui je trouve importante dans cette définition, c'est que les paysages ont une composante, bien sûr, matérielle, hein, donc on a une composante physique construite par l'homme et ou la nature, mais aussi une composante immatérielle.
Donc la perception, mais aussi les cadres réglementaires qui viennent avec. Par exemple, un paysage qu'on considère beau, peut-être patrimoine de l'UNESCO, ben, à un certain moment, il va être réglementé par la planification, on ne pourra pas construire, on pourra faire certaines choses. Donc vous voyez, paysage matériel, immatériel, il y a toujours au final une relation qui ça détermine et ça transforme dans un loop. Et qu'est-ce que ça nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est toujours cette question du projet, de planification. Comment aussi on peut relier ces deux composantes, matérielles et immatérielles, bah, de façon qu'elles soient conscientisées, qu'elles soient réfléchies et pas seulement subies ou de facto un peu aléatoires. Transition, énergie, paysage. Bon, donc voilà, on arrive un peu au sujet. Les paysages, vous voyez bien dans mon titre, les paysages des énergies. Parce qu'il n'y a pas un paysage de l'énergie, mais il y a plusieurs énergies. On a déjà parlé, production, énergie renouvelable, plusieurs technologies, mais aussi la sobriété. Et là, vous voyez, je vous ai mis un petit tableau enfin, dans lequel on voit déjà de la littérature scientifique qu'il y a beaucoup de façons de parler de ces paysages et de l'énergie. On peut voir Wind Energy Landscape, donc plutôt sur la question éolienne. Donc c'est plutôt ça qui s'est mis en avant. D'autres, vous voyez, il met en avant la neutralité carbone. D'autres, au sens général, la production d'énergie renouvelable, etc., etc., etc. Et vous voyez aussi que dans ces énergies, il y a quand même un composant qui est toujours là, la production d'énergie renouvelable. La demande de réduction des consommations, elle est là, mais pas partout. Elle est pas toujours évidente. Ça commence à développer un peu plus récemment parce que là, vous voyez, c'est une bibliographie quand même un peu ancienne. Là, il y a des choses qui se mettent quand même en place, mais pas encore totalement conscientisées. Il y a souvent la composante des personnes, parce que c'est des personnes, people, qui travaillent et habitent ces paysages. Et il y a une autre composante qui n'est pas sous-estimée, qui est aussi la composante économique. Parce que bah, les paysages, ça peut être lié au tourisme, ça peut être lié à la production d'énergie renouvelable, et tout ça, ça a des retombées économiques qu'il faut souvent prendre en compte quand on parle de ces paysages de l'énergie. Mais donc, vous voyez, il n'y a pas de définition précise, enfin, il y a plusieurs définitions, aussi selon l'aspect qu'on met plus en avant. Moi, une définition personnellement que j'apprécie et que je voulais mettre un peu en avant parce que je trouve que même vis-à-vis de la présentation que je vous ai vous donnée, enfin, c'est des choses que j'essaierai un peu de mettre en avant. C'est les paysages énergétiques durables. En fait, ça vient de l'anglais, c'est Sustainable Energy Landscape, notamment développé aux Pays-Bas. Et j'aime bien de cette définition qu'on met en avant pas seulement la composante technologique, production d'énergie renouvelable, mais il y a un contexte plus global. On parle d'égalité esthétique, on parle de biodiversité, caractère écologique, alimentaire et d'autres services écosystémiques. Et c'est tout ça au final que ça fait un paysage. Donc il y a plusieurs composantes à prendre en compte pour aller vers aussi quelque chose bah, qui soit les plus souhaité possible, plus apprécié aussi par la majorité des personnes, en sachant que les paysages, ça reste quand même quelque chose des subjectifs aussi. Donc on ne pourra pas mettre tout d'accord, mais quand même, il y a plusieurs éléments qu'on peut considérer et mettre en avant. Donc, transition, énergie, paysage, c'est une relation qui en soi, c'est très ancienne. Là, je vous ai mis un peu en contexte vis-à-vis de ce qui se passe, qu'on est en train de vivre maintenant. Mais cette relation entre énergie et paysage, c'est quelque chose de très ancienne et c'est quelque chose qui a toujours existé. L'énergie a toujours façonné nos paysages, nos territoires, de façon variée. Donc, pour faire un petit excursus avec vous. En fait, là, c'est des schémas qui viennent d'un auteur italien, De Pascali, qui a développé ça. Ça fait quand même des schémas que j'ai fait, mais ça date des années 2000. Donc, c'est des sujets qui, enfin, ils commençaient à prendre corps à partir des années-là. Ça fait quand même 25 ans. Du coup, les sujets avancent bien et c'est une bonne chose. Donc, vous voyez, on a, par exemple, les paysages de la fatigue. À l'époque, hein, les forces musculaires qui façonnaient les paysages, donc à niveau agricole, mais aussi pour
essayer de couper les arbres pour avoir de chauffage, pour avoir de l'énergie combustible. Et après, on passe aussi au paysage de l'eau et du vent. Enfin voilà, enfin, je travaille sur les Pays-Bas, c'est vrai que c'est très connu. Donc je sais pas si vous connaissez je vous mets en avant quelques photos. Ça, c'est les Kinderdijk, proche de Rotterdam notamment. On voit les moulins, et en plus, c'est des moulins qui sont pas du tout de la même époque. C'est des choses qui sont développées au fur et à mesure. Et là, c'était des moulins vraiment utilisés pour vider l'eau des polders. Donc, préserver les terres agricoles des possibles inondations et de l'eau enfin, qui est arrivée dans ces paysages sous le niveau de la mer. Vous savez, enfin, les paysages sont un pays très petit, avec un source quand même très très dense. Enfin, et du coup, ils ont toujours essayé de conquérir ces terres sous la mer. Et notamment, ils façonnaient ces types de paysages. Mais la chose aussi que je voulais mettre en avant vis-à-vis de ces paysages, c'est qu'effectivement, c'est un paysage qui maintenant, ça peut être, enfin, entre guillemets, un peu bucolique, euh, avec de verre. On peut imaginer qu'il y a des réflexions de biodiversité derrière, mais en soi, c'est un paysage de la technique. À l'époque, c'était un paysage totalement façonné par l'homme, de l'ingénierie, mais même très, très poussé. Donc, et maintenant, il est patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, avec un changement aussi lié à, enfin, même un sens des beautés, un sens de préservation de certaines pratiques anciennes qui a évolué. Donc, même la composante des paysages, des énergies, il y a cette évolution. Quelque chose de technique, très utile, mais non, ça devient quelque chose à préserver avec un regard, avec des touristes qui vont à regarder. Alors que, bah, à l'époque, c'est sûr, c'était pas perçu de la même manière. Autre chose, enfin, c'est vrai qu'on parle de l'époque dans laquelle il y avait l'utilisation des forêts, mais souvent on oublie. Et là, il y a notamment un chercheur qui a travaillé sur ça de façon très intéressante, Jean-Baptiste Fresso, qui met en avant comment au Moyen Âge, par exemple, on avait les forêts en France, notamment de l'Aveyron, par exemple, mais aussi d'autres forêts, et étaient en train de disparaître. Il y avait une telle consommation et nécessité du bois pour s'échauffer, pour l'énergie, aussi bien sûr pour les constructions, les forêts étaient en train de disparaître et il y avait du coup à un certain moment dû mettre des freins à cette déboisement. Là, c'est plutôt un image qui montre un coupe des arbres pour faire en route, mais on voit aussi les liaisons avec la ville. Donc, c'est du bois qui n'allait pas du tout être perdu, allait être réutilisé. Donc, vous voyez, même à l'époque, quand même, dans lesquelles on a toujours un peu cette idée de paysage ancien, plus beau, plus naturel, mais en réalité, il y avait des composantes que maintenant on dirait écologiques, très importantes, dans lesquelles les arbres, il faisait à un certain moment essayer de les préserver pour pas se finir sans ressources, avec des changements de paysage quand même très, très importants. On passe à notre époque. Là, enfin, bien sûr, je vous fais une simplification, mais je pense que ça rend bien l'idée. On arrive à la découverte du charbon. Donc, c'est plutôt par rapport à la deuxième révolution industrielle. Hein. Enfin, c'est parti de l'Angleterre, première et deuxième. Et du coup, effectivement, c'est les paysages du charbon. C'est cette nouvelle source énergétique qui vient un peu bouleverser tout ce qui s'est passé avant. Parce que bon, il faisait l'extraire. Bon, déjà, c'était polluant, mais bon, il faisait l'extraire. Et ça a permis aussi, à travers par exemple, la locomotive, de déplacer très facilement euh, tous ces sources les charbons, donc cette source énergétique. Et ça a changé beaucoup aussi les visages des villes. Là, je vous ai mis une image que je trouve très parlante. C'est un peu couvert, mais en tout cas, c'est Gustave Doré dans dans ce travail et on voit Londres et donc qui c'est devenu tout noir, tout grise avec les quartiers aussi ouvriers. On voit la locomotive qu'elle passe à l'arrière-plan avec sa fumée noire. Donc quand même, c'était un paysage urbain qui vis-à-vis de ce changement des sources énergétiques allait changer. Déjà, il y a beaucoup plus de monde qui arrive en ville, les villes s'agrandissent parce qu'avec les industries qu'elle s'est développée grâce aussi à cette nouvelle source de charbon, qui en plus, on sait bien, c'était assez polluante en créant aussi des problèmes sanitaires.
Mais il y a aussi des images quand même qui, je trouve, sont beaucoup plus poétiques quand on les regarde comme ça. Ça, c'est Turner. Enfin, on est toujours en Angleterre, enfin, comme représentation. Là, on est vers Newcastle, donc c'est Shields et les fleuves Tyne. Et là, on voit à droite, ça se voit pas beaucoup, mais en fait, c'est des personnes qui sont en train de débarquer du charbon pour le amener sur cet grand bateau pour après pouvoir le déplacer partout en Angleterre. Donc vous voyez en ça cette image, enfin moi je la trouve assez poétique. On a la lune, on a la lumière, mais en soi c'est un paysage qui est façonné forcément fortement par ces nouvelles sources énergétiques qui enfin, amènent les personnes à travailler la nuit, dans lesquelles on voit quand même une petite source de feu là au milieu, un brasier qui est probablement ça marche au charbon. Donc voilà, un paysage, enfin vous voyez, on a quand même un peu les deux côtés, mais toujours d'un paysage énergétique. Et on n'oublie pas, bah, quand même, on est en France. Et c'est vrai qu'il y a une autre chose qui sont les terrils de nord de la France, notre nord pas décalé. Et c'est fait pareil. Maintenant, c'est encore eux, sont patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, il y a un regard qui a changé parce que, ben, en gros, c'était des déchets qui venaient Diese des mines, du Berge travail, überhaupt die ganze mais qui maintenant sont protégés, sont Steinkohleindustrie partie dort du wurde paysage des natürlich personnes qui habitent, zu einem sont aussi un landschaftsprägenden critère Faktor, à protéger zu et einem à mettre en avant. identitätsprägenden Donc, vous Faktor. voyez, paysage énergétique vient de loin. Et c'est Sie accepté sehen also, jusqu'à non, der mais avec un Begriff changement qui Energielandschaft regarde quand même kommt von identitaire et ganz weit environnemental früher. très important. Mais on finit pas là, parce que c'est vrai qu'en Aber auch fait, dans hier les bin passés, ich noch nicht l'extraction, mais fertig en fait, mit ça meinen existe encore. Beispielen, Enfin, là, denn enfin, je sais Kohleförderung findet ja qu'évidemment, noch il heute travaille avec statt. l'Allemagne. Moi, j'ai déjà pas vu ces mines d'illénite en vrai, mais j'ai trouvé ces images, et c'est vrai que ben, dans le nord de l'Allemagne, notamment, il y a encore des endroits où on extrait cette lignite. Et donc là, on a deux images que j'ai pris du travail de Martine Pasqualetti, dans lesquelles bah, on voit un village qui était là, et la mine, elle avance, et bah, le village bah, est obligé de se déplacer, même, j'imagine pour des questions sanitaires. Donc, c'est pas des paysages enfin, qu'on voit tous les jours, mais c'est des paysages qui, même en Europe, dans certains endroits, existe encore, avec bah, sûrement des problématiques, mais aussi avec un aspect économique derrière important qu'on ne peut pas bah, mettre des côtés pour les lieux. Paysage de charbon, bah, on arrive bah, à l'électricité. Donc là aussi, c'est encore un énorme changement parce que cette fois, bah, c'est encore plus facile avec les câbles électriques qui arrivent. Les déplacements de l'électricité est très facile. Très rapide et du coup ça permet encore plus une délocalisation entre production énergétique et consommation énergétique. Il y a plusieurs exemples. Là, ben, je vous ai dit, je suis italienne, mais je sais qu'il y a aussi en France, mais notamment l'énergie hydroélectrique. Là, c'est juste deux types de centrales dans le nord de l'Italie, dans les Alpes. Et là, bah, on voit que pareil, c'est devenu aussi des lieux, c'est les années 50, mais c'est devenu des lieux maintenant patrimoniaux. Notamment, il y avait des architectes qui s'appellent par exemple Portalucci, qui étaient missionnés pour faire cette centrale hydroélectrique. Donc, c'était fait vraiment avec des objectifs même esthétiques et architecturaux importants. En plus, du changement, bah, on met les barrages pour permettre ce type enfin, des retombées d'eau et du coup des changements quand même assez importants dans les paysages. Mais dans les années 50, il y avait cette réflexion aussi un peu esthétique du bâtiment. Bien sûr, il y a la question aussi du nucléaire. Je vous ai mis cette photo parce que je la trouve assez rigolo. Parce que enfin, bah, on voit l'équipement hein, de la centrale nucléaire et on voit des personnes qui se font un baignade à côté parce que l'eau est chaude. L'eau est chaude et du coup, bah, les personnes, bah, à l'époque, hein, se rapprochaient, l'eau était plus chaude, ils pouvaient se baigner grâce aussi à la centrale. Donc, il y a aussi cette relation, en quelque sorte, qui ça se crée de façon un peu, enfin, peut-être pas très inattendue, vis-à-vis de ces paysages qui se restent très industriels, mais effectivement amènent un composante, bah, l'eau est chaude, on aime bien se baigner, donc on y va. Donc vous voyez, même les regards des personnes vis-à-vis de ces infrastructures, vis-à-vis aussi des possibles, entre guillemets,
bénéfices accessoires qu'on peut avoir, ben, c'est assez, ça peut être assez intéressant. Mais c'est pas tout arrêté jusqu'à là. Il y a aussi un autre grand changement que je pense qui est dans les paysages qu'on oublie souvent quand on parle d'électricité. C'est, qu'est-ce qu'on parle? C'est la ville verticale. Nos villes, vis-à-vis de l'électricité, ils changent beaucoup. Et il y a toujours cette liaison quand même entre découverte, enfin, on va dire, d'une nouvelle source énergétique, ou utilisation d'une nouvelle source énergétique, électricité, mais aussi des autres objets techniques qui vont permettre à liaison. Et dans ces cadres, c'est l'ascenseur. Et ça se développe en particulier, enfin, dans les États-Unis au début par Otis, à la fin de 1800. Et c'est grâce à cet ascenseur d'électricité bah, qu'on arrive à voir les gratte-ciel. En fait, si vous voyez, par exemple, si on voit l'exemple de Paris, à l'époque d'Haussmann, mais même avant, les plans nobles, c'était les rez-de-chaussée au premier étage. Parce que justement, sinon, il y avait beaucoup d'escaliers à faire. Les chambres étaient bonnes, elles étaient tous à la dernière étage. On n'avait pas d'ascenseur, il faisait beaucoup marcher, c'était pas la peine. On arrive avec l'ascenseur, bah maintenant, en plus, enfin, dans les gratte-à-ciel, d'habitude, les plus chers, les appartements les plus chers sont à la dernière étage. Parce que, bah, on a plus cette composante des marches. On peut, avec l'ascenseur, y aller. Et il y a les villes qui avancent, qui augmentent en hauteur. Et un des premiers exemples, c'est Chicago, notamment. On l'appelle avec des architectes aussi l'école de Chicago. Et ce sont les premiers enfin, il met en avant ces types de gratte-ciel qui maintenant ils font un peu rire parce qu'ils sont très petits, mais pour à l'époque, il était très grand. Maintenant, on a des choses qui font même peut faire 4 fois l'auteur de ces types de bâtiments. Mais du coup, la ville monte en verticale et les paysages urbains. Parce que souvent, on parle de grands paysages, paysages agricoles, mais les paysages urbains aussi, c'est quelque chose qui est très lié à l'utilisation des sources énergétiques. On avance encore dans notre excursus, on arrive bah, au pétrole, enfin voilà, paysage de l'après-pétrole. Et là, c'est vrai que ça se développe, qu'est-ce qu'on dit, la ville horizontale. Donc, mais pareil, comme l'électricité, ben, on a une source énergétique, mais vous voyez là, c'est un ancien, on est passé de ça à un premier fardier à vapeur qui s'est considéré comme l'ancienne voiture, enfin un des premiers prototypes des voitures, et on est passé de ça, où vous voyez à ma droite, cet type de rond-point. Donc c'est même ça, c'est des paysages de la consommation énergétique en quelque sorte, parce que bah, à travers les voitures, il y a un aménagement de territoire fait par des routes, qui ça a des impacts quand même spatiaux, paysagers très importants. Et ça s'arrête pas qu'à ça. On arrive aussi à lotissement, à la ville qu'elle s'étale. Hein. Et il n'y a pas de jugement. Facilement, les personnes étaient contentes, chacune avoir sa maison, avoir son garage, avoir un petit jardin. Mais ça aussi, c'est beaucoup été permis grâce à l'arrivée de la voiture individuelle, de la standardisation, qui est quand même, ça change encore une fois nos villes, nos paysages, nos aires périurbains. Et pas que, parce que c'est vrai qu'on pense au pétrole, on pense à la voiture, mais il y a aussi les engins agricoles. Donc, bon, en France, il y a où la question de remembrement. Voilà, donc c'est vrai qu'avec l'arrivée des tracteurs, des machines agricoles, il y a par exemple un gros parti des haies, notamment en Bretagne, mais aussi ailleurs, qui a été au fur et à mesure enlevées, les parcelles qui s'agrandissent, enfin voilà. Donc c'est pas seulement les paysages urbains qui changent, mais il y a aussi les paysages agricoles. C'est pas la seule raison, mais une des raisons, c'est aussi cette source énergétique et technologique, ces avancées. Du coup, on peut se poser la question. Bon, là, on a vu, il y a toujours été une liaison entre énergie, paysage, tout le long de l'histoire. Là, je vous ai fait une simplification parce qu'on est bien d'accord que maintenant, on a beaucoup d'éléments superposés. On a encore de l'utilisation des charbons quelque part, on a encore l'électricité, on a encore le pétrole. Donc, c'est pas linéaire et c'est pas une après l'autre, mais c'est une accumulation quand même. C'est une accumulation des sources énergétiques et aussi des infrastructures tout le long de temps. Et là, quand même, la question qu'on se pose, bah, dans le cadre de l'actuelle transition, aux bifurcations, enfin, il y a plusieurs termes qu'on peut utiliser, ben, qu'est-ce que ça va passer et en tout cas aussi, qu'est-ce qu'on peut faire?
Donc, parce que, enfin, on l'a vu, mais ça c'est vrai maintenant aussi, on a nos habitudes, on a notre idée de notre environnement, notre espace, notre paysage, mais vis-à-vis de certains choix, des énergétiques, des transitions, ça peut changer, ça peut extrêmement changer. Donc, d'où l'importance de réfléchir en amont à un projet les plus possibles, liaison, paysage et énergie, de façon pas seulement à subir qu'est-ce qui va se passer, mais à pouvoir un peu les penser en amont. Donc, là, je vous ai présenté un peu tout qu'est-ce qui s'est passé tout le long de l'histoire, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est quoi un peu les éléments qu'on peut mettre en avant pour avancer sur cette liaison entre énergie, paysage, je répète, et son projet? Donc déjà, c'est un sujet qui est en train de se développer, notamment c'est beaucoup à partir des années 2010. Je vous ai mis cette diapo pour montrer justement, vous travaillez sur plusieurs nations et justement c'est un sujet qui est au moins, enfin pas qui est en Europe, mais est approprié et en tout cas discuté partout. On a des reviews allemandes, on a Landscape of Energy qui c'est américain, enfin des États-Unis. On a l'ANSHAF qui a fait un numéro sur ces questions énergétiques aux Pays-Bas. On a Architecture del Paesaggio en Italie. On a Projet de paysage, urbanisme en France. Donc, vous voyez, c'est tout des ouvrages qui montrent et met en avant ces réflexions et on voit qu'elle quand même, elle est un peu partout. Mais je voulais vous mettre en avant aussi certains éléments parce qu'il y a des chercheurs qui ont mis en avant que les devenirs énergétiques de paysage, c'est récent, mais ça a pris aussi de l'ampleur récemment parce qu'il aussi, il y a eu un avancement dans les capacités à représenter graphiquement certains aspects. Et je pense que ça recoupe un peu avec la présentation que vous avez vue la dernière fois. Parce que, enfin, vous voyez là, c'est un carte isotherme des ondes tempérées minimales de Londres. Donc, enfin, voilà, on comprend un peu aussi la température. Mais après, à droite, et là, en plus, c'est un peu ancienne parce que c'est de 98, mais c'est une image thermique à infrarouge. Donc, on voit quand même un précision totalement différent des zones plus froides, plus chaudes, enfin, d'un ville. Que ça permet du coup de saisir de façon plus importante aussi ces questions énergétiques en ville. Donc les représentations ont aussi joué un rôle dans cette compréhension spatiale et enfin de la composante énergétique. Et les premiers éléments, quand on parle de paysage, énergie et projet, c'est quand même très lié à l'intégration des équipements de production d'énergie renouvelable dans les paysages. Et encore une fois, maintenant on en parle beaucoup, mais c'est pas quelque chose de très, enfin, c'est un peu plus ancien que ça. Parce que Sylvia Crowe, dans les années 58, elle a écrit ce livre, The Landscape of Power, les paysages de pouvoir, dans laquelle, bon, elle parlait pas beaucoup de production d'énergie renouvelable, mais elle mettait quand même des éléments techniques comme des antennes, des lignes de tension, basse tension, comment elles pouvaient être intégrées dans les paysages. Sylvia Crowe était paysagiste, donc voilà, déjà on voyait un première réflexion, comment ces nouveaux éléments technologiques arrivaient dans les paysages, les façonner et comment les paysagistes, le projet paysage, ils pouvaient un peu répondre à leur intégration. Il y a aussi une chose que je voulais mettre en avant vis-à-vis de cette question de équipement de production d'énergie renouvelable, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais en fait, il faut être très attentif parce qu'on peut parler de un barrage hydroélectrique, on peut parler d'un éolienne, on peut parler de panneaux photovoltaïques, mais c'est très lié tout ça, c'est la puissance. Enfin, là, vous voyez, je vous ai mis deux images assez parlantes. On voit à gauche un mini moulin, enfin avec qui est probablement produisent très peu des kilowatts, enfin, même pas des kilowatts, mais on va dire que on transforme en puissance. Et on a le barrage des Trois Gorges en Chine, donc avec une production monstrueuse d'énergie. Mais vous voyez, les rapports au paysage, les rapports au écosystème, c'est pas pareil. Donc renouvelable, c'est vraiment pas synonyme de soutenable. Donc, quand on parle aussi des productions d'énergie renouvelable, il faut être attentif à l'échelle et à la puissance aussi qu'il y a derrière de ces infrastructures.
au-delà de beaucoup d'autres choses comme les sites, etc. Et ça, je pense que ça montre bien la différence de rapport d'échelle et enfin, voilà, d'impact qu'il peut avoir. Éléments techniques dans les paysages, il y a plusieurs façons de l'aborder. Enfin là, je ne donne pas de jugement, chaque site c'est un peu pareil, mais effectivement, il y a plusieurs façons. On peut le cacher, le dissimule, on peut les adapter, hein, enfin de façon un peu implicite, on peut au contraire les montrer. On accepte qu'il soit là dans les paysages. Au contraire, on peut aussi l'exhiber. Il va devenir un élément central, presque un landmark dans les paysages. Et bien sûr, les impacts visuels sont pas pareils. Mais c'est pour ça qu'il faut être attentif à qu'est-ce que c'est un impact visuel et qu'est-ce que c'est la visibilité. Parce que on peut, on peut avoir un objet avec un impact visuel très fort, mais bien intégré, ou avec une petite visibilité et vice-versa. Donc, c'est pas quelque chose de tout des synonymes. Ça dépend beaucoup de projet. Et je voulais vous montrer quelques exemples. Là, c'est un parc photovoltaïque, enfin, assez classique à terre. Mais déjà, vous voyez, il est tout, enfin, il est dissimulé avec ces arbres tout autour, enfin, qui les cachent un peu. Mais après, quand je me suis éloignée, c'est la même photo. Mais vous voyez qu'en fait, là, on a un petit point de vue dans laquelle, en fait, c'est Parc Agoré Overflake. C'était un parc pilote qui a été bien réfléchi par la communauté de communes, enfin, par la commune, avec la communauté de communes, avec des acteurs locaux. Et ils voulaient le faire comme un objet euh, pour les personnes, pour aller le voir, pour aller le comprendre. Donc, vous voyez, ils ont mis des panneaux photovoltaïques, ils ont mis des explications, ils leur ont mis la petite point de vue. Mais ils ont oublié que quand on fait ce type d'aménagement, il y a aussi une composante d'entretien. Visiblement, là, je suis allée plusieurs fois, ils ne coupaient pas leur haie autour. Donc, vous voyez, on peut faire un projet très bien réfléchi dans un moment, pourquoi pas, en tout cas, les plus possibles. Mais à un certain moment, si on ne pense pas sur les longs termes, sur la gestion aussi des espaces autour, tout l'objectif qu'il avait derrière, on le perd et au final, on n'arrive pas trop à le voir. Là, c'est un autre projet. On reste toujours sur les panneaux photovoltaïques, on reste toujours un peu sur les Pays-Bas, enfin, que je connais, mais il y a sûrement d'autres projets. Ça, sorry, enfin, je suis désolée, je ne parle pas ni allemand ni néerlandais, donc je suis incapable de le prononcer. Mais en tout cas, là, c'était au contraire, c'était un projet dans lesquels il y avait une réflexion aussi faite avec des habitants. Il y a des bancs, il y a des espaces publics qui sont faits avec, il y a des zones de promenade pour les personnes autour de ces panneaux photovoltaïques. Donc, dans un objectif, double objectif, effectivement des productions, mais aussi, entre guillemets, un peu d'espace public, même si on voit qu'il y a quand même un peu des palissades pour protéger certains équipements. Mais, enfin voilà, au moins, il y a réflexion. De toute façon, c'est assez proche d'un village, donc ça permettait aussi de donner des espaces des semi-natures pour les personnes. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les panneaux photovoltaïques, c'est bon, on oublie, mais il y a aussi la géothermie. Et là, je vous ramène en Italie, c'est la centrale géothermie à Bagnères, en Toscane. Enfin, pareil, souvent ces objectifs, ça peut plaire, ça peut pas plaire, c'est assez personnel. Mais personnellement, la chose que j'apprécie de ces lieux, parce qu'il y a eu beaucoup de débats, vous savez, la Toscane, comme beaucoup d'autres lieux, à niveau protection du paysage est très stricte. Et en plus, en Italie, on a la soprintendenza, c'est un peu comme l'architecte des bâtiments en France, qui est très, très vigilante à certaines implantations. Mais là, quand même, ils sont arrivés à le faire parce que la Toscane, elle est quand même très riche en géothermie souterraine, visiblement. Et avec des discussions, vous voyez, ils ont mis au final ces éléments-là en cortène, en acier cortène. Vous voyez, ils sont un peu orange. Enfin, ils n'ont pas une fonction en soi, mais l'idée, c'était de reprendre un peu la couleur des collines derrière en hiver avec la terre qui ça enfin ça devient un peu hivernal et aussi l'été qui quand même c'est des lieux très secs donc ça devient très rouge et très jaune rapidement. Donc l'objectif c'était pas totalement cacher l'objet technique parce que vous voyez ils auraient pu mettre des haies partout le cacher. Bah non, l'objectif c'était quand même on le voit mais on essaie de reprendre des éléments du territoire qui nous amènent certaines
en intégration en quelque sorte. Et en soi, vous voyez, le village, il est quand même assez proche. Et en soi, bah, il a été accepté, il a passé les différentes étapes. En tout cas, il y a moins de réflexion. Je voulais montrer ça parce que je l'ai appris d'un livre qui vient de sortir, The Power of Landscape de Stremke Us et Piki. Et en fait, vous voyez, ça, c'est dans les Flevoland Polder, les parcs éoliennes Irene et Verink. Et en fait, c'était un des premiers parcs éoliennes qui a été développé aux Pays-Bas. Et vous voyez, c'est des éoliennes qui sont demi-offshore, mais sont en réalité connectées à la Terre, donc ne sont pas vraiment d'offshore. Et au début, il y a eu beaucoup des oppositions. Mais enfin, les projets, au final, a été fait. Et maintenant, c'est devenu vraiment un lieu de promenade. Et même, vous voyez qu'on voit des couples, des mariages, qui vont faire leurs photos des mariages avec ces parcs derrière. C'est devenu vraiment un lieu d'appropriation. Et c'est vrai que voilà, ça montre aussi en quelque sorte un changement de regard au fur et à mesure des années vis-à-vis de ces lieux. En fait, là, ça se voit pas beaucoup, mais il y a une belle promenade et ça prend toute la côte et suit ces éoliennes. Donc, il y a l'autre côté, il y a les parcs, les champs des tulipes dans certaines saisons. Donc, c'est vrai que c'est aussi assez agréable à voir. Et il y a vraiment un changement de vision. Dernière, c'est vrai qu'on oublie, mais c'est l'énergie hydroélectrique. Là, c'est plutôt un projet que j'ai vu qui se passe en Espagne. Je voulais juste montrer que, voilà, pareil, il y a beaucoup de travail parce que, voilà, c'est des impacts quand même très forts, hein, on est d'accord. Mais il y a eu tout un travail sur les pierres qui ont été utilisées pour faire la façade de cet ouvrage et des façons parce qu'ils avaient pu le faire en béton, en béton avec d'autres choses, mais de façon très impactante, là, bien sûr, ça se voit, mais il y a eu quand même la réflexion de mettre des pierres pour essayer quand même de la contextualiser dans son lieu et en faire aussi des promenades pour les personnes du village voisin. Et effectivement, il semble qu'il y a des personnes qui vont pour être proches de l'eau, pour regarder. Donc voilà, c'est des projets, on peut être d'accord, être pas d'accord, ça peut nous plaire ou pas nous plaire, mais en tout cas, il y a eu des réflexions qui ont été faites avec les comités locales pour au moins apporter quelque chose aussi localement. Et toujours pour cette question des productions d'énergie renouvelable, il y a aussi quelquefois des affichés de façon l'art, énergie renouvelable comme art. Ça, c'est des choses encore un peu futuristes, mais pas autant. Parce qu'en fait, ça s'appelle le Land Art Generator, c'est américain. Mais en gros, chaque 2, 3 ans, ils font des appels à projets dans lesquels ils peuvent participer architectes, paysagistes, mais aussi des ingénieurs pour proposer un ouvrage énergétique. Mais du coup, il faut qu'elle soit belle en œuvre d'art, mais aussi que ce soit possible à réaliser. Et là, je trouve toujours très intéressant ces petites que vous voyez à gauche, parce que ça se voit pas beaucoup. Effectivement, on a des panneaux photovoltaïques et on a ces pieds un peu rondes. Et là, on voit pas, mais il y a un petit souris qu'il boit. Parce qu'en fait, l'idée aussi, c'était ces types d'équipements, il prend comment ça s'appelle vous savez, il y a des lots qui ça se crée la nuit. Pardon, ça m'échappe le mot en français mais que ça peut être été reprise par ce type de cette eau que ça se crée la rouge Rosé. bref. Oui, c'est ça, rosée, merci, désolée. La rugiada, cette rosée, qui du coup a été récoltée et du coup il y avait une réflexion aussi liée à la biodiversité, donc liée à production d'énergie, façon technique, avec voilà, une réflexion plus fine avec ces petits animaux. Bon, voilà, ça n'a pas été réalisé, mais j'ai trouvé en tout cas la réflexion intéressante. On a parlé d'énergie renouvelable, mais je vous le disais au début, il n'y a pas que ça. Il y a bien sûr aussi les questions de sobriété. Et pareil, la question de concevoir avec les vivants, donc du point de vue des paysages pour la sobriété, c'est quelque chose qui existe depuis un moment. Donc, par exemple, pour se protéger des vents dominants, donc garder nos maisons plus au chaud, on peut planter des arbres pour essayer de les mettre à l'abri. Au contraire, l'été, pas mettre les arbres où il y a les vents dominantes de façon à avoir un rafraîchissement naturel. Mais ça, c'est toutes des choses on peut faire les projets et qui vont avoir un impact
sur les bâtis. Là, vous voyez, par exemple, j'ai mis une image enfin, toute la question des îlots de chaleur en ville. Enfin, là, c'est une image de CNRS. C'est vrai que bah, les grandes villes, n'est pas que. On a en fait ces questions des îlots de chaleur. Et c'est vrai qu'à travers la portée de l'eau en ville, la portée des arbres en ville, de la nature en ville, on peut essayer de réduire ces types d'îlots de chaleur. On ne pourra pas résoudre les problèmes totalement, mais dans certains endroits, ça peut aider. Donc, on rentre toujours dans cette question des atténuations au changement climatique. Et c'est sûr que les paysages ne sont pas pareils. Si on a une puissance énergétique et technique pour avoir de la climatisation, c'est d'amener une réflexion un peu plus vaste, mais un peu plus radicale des nos villes. Mais il y a aussi d'autres aspects quand on parle de sobriété. Et là, je vous ai mis un peu quelques exemples du Grand Prix de paysage en France. Là, notamment, c'est Alain Frété qui a fait ses projets paysagistes. Et enfin, c'est un projet très sobre, justement. La conception était très sobre parce qu'il y avait un parking enfin, qui a été enlevé et après, ils ont remis cette socle de plantes autochtones. Donc voilà, il y a un écosystème qui a été recréé. Il va y avoir très peu, du coup, il y a très peu d'énergie pour les chantiers, enfin, en tout cas, les moins possibles, parce qu'ils n'ont pas apporté des plantes de très loin, des matériaux, enfin, ils ont été d'emblée remblés plutôt local, donc, les transports des matériaux enfin, ils ont baissé les questions énergétiques, et même pour l'entretien, parce qu'on oublie souvent, mais même un jardin, un parc, a un coût énergétique en termes d'entretien. On passait à la brousseuse, qui est souvent un marche à pétrole, c'est pareil, ça ne va passer 10 fois par an ou 2 fois par an ou même jamais. Donc voilà, ça c'est tous des impacts aussi qu'on peut prendre en compte dans ce type de projet justement. L'entretien va être très faible, avec des coûts énergétiques très faibles. Pareil, ça c'est toujours un grand prix du paysage, leur plancher. Et là, c'est plutôt le choix des matériaux qui a été assez intelligente, enfin je trouve. Donc des matériaux plutôt locaux, donc on n'a pris pas de corten qui vient de l'autre côté du monde, mais on essaie de garder des, de bois local, des pierres qui récupérées proches. Du coup, avec effectivement cette réduction importante dans les chantiers d'énergie pour les transports des matériaux et même pour l'énergie grise matériaux. On va voir. Pareil, autre projet Grand Prix du paysage, cette fois c'est l'agence Foléa Gauthier. Vous voyez, on parle aussi des mobilités là, c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais cet exemple, je pense qu'il est très parlant. Là, vous voyez, il devait être ça la réunion, il devait y être un grand échange énorme, vous voyez, avec deux ronds-points, enfin voilà. Et c'est vrai qu'avec les travaux avec les paysagistes, ils sont arrivés à quelque chose de beaucoup plus sobre, même en termes fonciers, en bas et même en termes énergétiques, parce qu'on répète, ça c'est quand même des paysages de la consommation énergétique, nos routes. Donc même les faire de façon sobre, qui prend moins de place, c'est une façon de consommer moins d'énergie. Donc vous voyez, on a un tout petit rond-point et beaucoup plus de place a été laissée pour des espaces des promenades, des espaces avec des plantes, et du coup, en créant un vrai lisière entre la ville de Saint-Paul et l'arrière de l'île. Ça, je passe. Donc, vous voyez, et il y a aussi autre chose quand on pense la forme de la ville. On l'a vu un peu tout à l'heure avec les paysages de pétrole, mais c'est vrai quand on pense à la ville compacte, en ville plus étalée, bah, c'est pas les mêmes consommations d'énergie. Et là, c'est vrai qu'il y a des personnes plutôt urbanistes qui ont travaillé depuis longtemps. Là, c'est Susan Owens. On est toujours en Angleterre. Enfin, vous voyez les 92, donc ça date un peu, mais pour vous montrer que maintenant, c'est des réflexions qu'on commence à avoir. Un ville compacte, il a sûrement d'autres problèmes, mais au niveau consommation énergétique, c'est beaucoup mieux qu'un ville étalé où on doit prendre la voiture, où les villes, où les maisons ont besoin d'être plus isolées, ils ont plus de consommation énergétique. Donc voilà, ça c'est tous des réflexions aussi qui ont un impact sur les paysages, mais pareil, c'est des changements assez radicaux que c'est pas si facile de les mettre en avant.
Et une autre chose que je voulais parler avec vous, c'est que j'ai pas beaucoup discuté, c'est l'énergie grise. Là, c'est un travail qui a été développé par Paola Vigano. Enfin, il y a d'autres qui travaillent dessus, mais je trouve son travail assez intéressant. En fait, vous savez, l'énergie grise, c'est toute l'énergie qui est demandée pour la construction d'un produit à partir de l'extraction des matériaux pour le créer, sa création, sa vie et après, à la fin, son disposal, enfin, sa destruction au recyclage. Donc, vous voyez, c'est tous les cycles de vie. Et ça peut être très énergivore, pas très énergivore, voilà, ça dépend vraiment de l'élément. Et dans ce type de Vigano, dans son travail énergie recyclage, elle pense les territoires et la ville, du coup, comme un processus d'énergie grise. Du coup, elle renverse, elle le met à l'échelle territoriale. Donc, vous voyez, elle regarde là, notamment c'est Paris. On a enfin, une utilisation des sols différentes dans laquelle, vous voyez, on peut mettre comment on peut récupérer de l'énergie. Par exemple, sur des déchets organiques, dans les tissus urbains diffus. On peut avoir des lieux plus liés à la forêt. On a de l'énergie de la biomasse. Enfin, donc, chaque lieu a une ressource qui peut être utilisée. Et en même temps, vous voyez, il y a aussi une énergie grise utilisée pour sa création. Donc voilà, mais elle les met à l'échelle territoriale. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail, mais tout est accessible en ligne. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je vais essayer de vous montrer à travers cet excursus des projets, c'est qu'effectivement les projets de paysage a comme objectif l'amélioration du cadre de vie, enfin, dans lequel se sont la majorité des personnes bien. Du coup, vous voyez l'énergie avec ses composantes, sobriété, efficacité, production d'énergie renouvelable, qui transforme les paysages dans ses composantes physiques, socioculturelles, écologiques, mais les paysages soi-même arrive à définir certains choix énergétiques, des sobriétés, des productions énergétiques. Et quand on a cette liaison des projets, enfin voilà, donc à cette liaison consciente qu'on peut enfin, faire quelque chose, peut plus moins le subir et plus le projeter. En réalité, je vois que j'ai pris presque tout mon temps pour la première partie. Il y a une deuxième partie un peu sur la France et les Pays-Bas. Je ne sais pas si j'ai le temps d'être pour 5 minutes rapidement. Si? Voilà, parce que là, c'est vrai que c'est un excursus, mais je voulais vous montrer un peu tous les panels d'éléments qu'on va voir, mais très rapidement, peut-être on regardera pas tout, mais je voudrais vous montrer qu'est-ce qui se passe un peu en termes de ces projets des paysages en France, notamment. Je pense qu'on n'aura pas le temps de regarder les Pays-Bas. Mais donc, voilà. Déjà, Si, mais France-Pays-Bas. ça serait dommage. Faut y aller. Oui, je vais, rapide. Donc, vous voyez, France et Pays-Bas, ils ont quand même, là, c'est juste pour vous montrer, ils ont tous des importations très, très importantes des gaz et du pétrole. En France, il y a beaucoup aussi les nucléaires, mais les Pays-Bas, ils sont encore plus dépendants du pétrole. Vous voyez, c'est les grands, grands morceaux là, avec un enfin, production aussi locale d'énergie renouvelable. Mais ça reste pas encore comparable avec les importations. Euh, Quand on parle des paysages et énergie, même à niveau des politiques publiques, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué parce que bon, en France, à l'époque, on avait ces ministères qui ont changé souvent des noms, mais on avait le ministère de la Transition écologique et solidaire, par exemple en 2015. Mais le même ministère qui s'occupait des transitions énergétiques et des paysages avait lancé deux appels à projets totalement déconnectés. Une qui s'appelait des territoires énergie positive pour la croissance verte, donc donner de l'argent pour des projets énergétiques locaux, hein, que c'était très bien. Et après, il avait un appel plein de paysages, enfin, très bien aussi, mais aucune connexion était établie. Donc, c'est pas parce que c'est le même ministère que forcément les liaisons sont faites. Là, la chose, en plus, ça se complique un peu parce que bon, j'espère que j'ai bien mis les bons noms de ministère parce qu'il y a des changements souvent en ces moments. Mais donc, vous voyez, il y a en plus deux ministères, enfin, en particulier les ministères qui s'occupent des paysages, maintenant, c'est celui de la transition écologique. Mais c'est vrai qu'il y a aussi les ministères de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, qui a quand même un impact, une réflexion sur ça, parce qu'il y a des impacts sur l'aménagement du territoire. Et celui de la transition énergétique, c'est quand même encore les mêmes qui s'occupent de paysages. Il y a aussi d'autres ministères, notamment celui des industries, qui s'occupent d'énergie, mais à niveau territorial,
c'est vrai qu'on est bien placé en France, je trouve, pour avoir des réflexions globales. Aux Pays-Bas, c'est un peu complexe aussi. Bon, déjà, vous voyez, les Pays-Bas, c'est une 13e de la surface française. Donc, avec une surface minuscule vis-à-vis de la France et avec une densité qui c'est presque 5 fois plus. Donc, vous comprenez qu'en termes même d'utilisation de l'espace, la question des transitions énergétiques se pose de façon très importante et même un peu, enfin, vraiment à concevoir. Sinon, ils n'y arriveront pas. Et là, vous voyez qu'il y a plusieurs ministères qu'ils travaillent et enfin a priori c'est pas les mêmes ministères qui travaillent sur le paysage et après sur les questions énergétiques et qui restent beaucoup plus abordées dans les ministères des Affaires économiques. Enfin là c'est la règle un peu générale. Il y a bien sûr un peu plus de souplesse, mais c'est vrai qu'il y a les Climate Accord que c'est maintenant aux Pays-Bas la loi entre guillemets de référence. Il y a qui donne les objectifs au 2030-2050 en termes énergétiques, la question de la qualité of the living environment, donc du cadre de vie, donc on peut mettre dedans un peu la question de paysage, ça c'est quand même elle est posée, donc quelque chose qui doit être réfléchi. Je voulais aussi vous mettre ça parce que je pense qu'on ne se rend pas compte quelquefois de l'entité, mais là vous voyez, enfin ça date un peu, mais ça rend bien l'idée. Vous voyez là, c'est les nouvelles installations éoliennes onshore et offshore, donc en mer et sur terre. Vous voyez que la France est la même un peu plus bas que les Pays-Bas, mais je vous ai dit tout à l'heure que les Pays-Bas, ils ont une 13e de la surface française. Donc c'est sûr que l'impact à niveau national, mais en termes de dominance des paysages, c'est vraiment pas comparable. Enfin, donc, on peut mettre en avance aussi voilà, il faudra développer les choses. Là, je voulais vous montrer cette terrain d'étude. Maintenant, il y a plusieurs territoires qui développent des réflexions liées au paysage et d'énergie, mais j'ai décidé de vous présenter les TORC parce que c'était un des premiers. Donc, c'était un peu un précurseur et c'est lui qui a un peu ouvert la route aux autres. Donc, vous voyez, c'est un territoire plutôt rural, mais aussi victoire avec cette ville, donc des campagnes plutôt céréalières un territoire assez ordinaire, entre guillemets, on peut dire, enfin, pas de monuments nationaux, enfin, pas des choses particulières, mais qui a décidé de beaucoup investir sur cette composante énergétique. Bien sûr aussi pour des questions économiques, donc avec des éoliennes, réseaux de chaleur, panneaux photovoltaïques. Mais vous voyez, donc, ils sont engagés à devenir territoire énergie positif. C'était un peu des précurseurs, donc, en 2010, avec des objectifs 2030-2050, mais la réflexion vis-à-vis de questions de paysage, elle est quand même arrivée en 2019. Donc, 10 ans après, presque, qu'ils s'étaient engagés dans les processus de transition. Donc, enfin, c'est bien qu'ils sont engagés en ça à un certain moment, mais c'est venu quand même très tard. Et c'est venu dans un moment dans lesquels notamment leur PCAET, donc leur plan climat, air, énergie territorial, qui désigne les objectifs pour 2030-2050, avait des objectifs très importants en termes d'éoliennes. Donc là, vous voyez, c'est les PCAET du TORC avec des objectifs, là, c'est plutôt sobriété énergétique, mais vous voyez, moi, 60 gigawattheures, enfin, c'est des gros objectifs. Et là, vous voyez, sur les objectifs des productions d'énergie renouvelable, alors, il y a plusieurs, mais vous voyez, c'est plus 926% d'éoliennes au 2030. Donc, vous voyez, dans l'objectif, un impact assez important. Et c'est là qu'ils se sont dit, nous, on a des choses, mais effectivement, on pourrait faire en sorte que ces équipements, ça ne devienne pas n'importe quoi sur les territoires avec les développeurs, mais qu'on aille à réflexion un peu plus construite. Et du coup, ils ont fait un appel à l'appel à projet du ministère et de l'ADEME de plein de paysages. Et du coup, il y a des paysagistes, il y a aussi les collectifs qui arrivent sur les terrains pour accompagner un peu dans cette réflexion de plein de paysages avec les personnes, avec les acteurs. Et là, c'est les plans de paysage. Donc, vous voyez, c'est un des premiers, mais en tout cas, il met en avant les lignes de force de paysage, les fleuves, les vallées sèches. Il y a des bouts quand même qu'on voit dans ces paysages. Donc, il a mis un peu en avant les lignes de force.
avec aussi un composant un peu qualitatif, et a mis en avant certaines actions et aussi des lieux où on pouvait réfléchir à la localisation des éoliennes ou comment les mettre. Voilà. La chose intéressante aussi, que c'est pas seulement un plan de paysage, mais c'est devenu aussi un OAP. Donc, c'est une organisation d'aménagement et de programmation qui s'est inscrite dans les PLUI, qui c'est les plans locaux d'urbanisme, qui du coup, c'est un plan d'urbanisme assez contraignant, enfin, contraignante en France, que ça donne les règles pour les développements futurs. Donc, vous voyez, la question, c'est, enfin, les plans de paysage sont très intéressants, mais ça reste volontaire. Soit les faits de les développer, soit les faits de les développer, les actions qui sont écrites dedans. L'épée, lui, non. L'épée, lui, il a des règles d'urbanisme qui doivent être suivies. Et du coup, là, il y a aussi ce passage, plein de paysages, paix, lui, qui a été quand même important parce qu'il a inscrit les paysages et l'éolienne dans sa réglementation. Bon, je vais un peu rapidement. Vous voyez là, on a la France. Là, c'est tous les PCOT, les plans climat, air, énergie territoriaux, qui donnent les objectifs sur les courts et longs termes pour les territoires. Et là, vous voyez quand même qu'il y a des endroits où, enfin, c'est bien avancé, mais ce n'est pas encore toute la surface de la France qui a des objectifs énergétiques précis. Et notamment, en France, on a la diagonale du vide, qui on la voit encore un peu là, c'est dessiné. Mais voilà, c'est en cours. Et je voulais aussi mettre l'accent sur le fait que ces plans de paysages, celui de Toircé, c'est du coup, c'est l'appel à projet du ministère qui donne de l'argent pour développer cette étude. À l'époque, c'était des appels à projets dans lesquels on ne parlait pas forcément d'énergie, mais au fur et à mesure, et en particulier à partir de 2019, donc quand même c'est assez récent, il y a un volet notamment qui rentre et on parle notamment des l'éolienne. Enfin là, l'ADEME, il peut cofinancer en plus du ministère s'il y a un volet éolienne, donc énergie, dans ces cadres du plan de paysage. Et ça continue hein. Aussi en 2023, on a des territoires pour la transition même. Enfin, ça va au-delà de l'éolienne, mais il va y avoir un aide financier de l'ADEME, ces structures publiques sur les questions énergétiques français, pour des plans de paysage qu'ils peuvent introduire des questions de transition énergétique et écologique. Donc, on monte un peu en puissance et aussi un intérêt pour ces questions liées au paysage énergie. Donc, mais ça fait partie des années 2020-2019, donc voilà, c'est récent. Et voilà, là, on a aussi des documents qui viennent de sortir, qui est, enfin, voilà, il y a toujours l'ADEME, il y a les ministères, qui montrent comment on met en avant cette transition énergétique par les paysages. Mais voilà, c'est encore en cours. Pour les Pays-Bas, je vais rapidement, je vais juste vous montrer, je saute un partie, mais je vais vous montrer notamment qu'est-ce qui se passe maintenant dans cette île, enfin presque île, Polder, que vous voyez, c'est Goeree-Overflakkee, c'est au sud de la province de Zuid-Holland, proche de Rotterdam. C'est un lieu encore un peu agricole, si on peut dire agricole, mais en tout cas périurbain, parce qu'aux Pays-Bas, enfin, c'est tellement dense, c'est tellement construit qu'on ne peut pas vraiment parler de campagne verte, mais quand même avec aussi des productions agricoles importantes. Et pareil, c'est une commune qui s'est lancée dans une production énergétique assez importante aussi. Pourquoi? Il y avait de la place en fait. Vous voyez, il y a les villages, on les voit un peu en blanc. On a des implantations éoliennes contraignante. Et ici, il y avait encore un peu de la place, donc a été beaucoup sollicité à niveau national et à niveau provincial pour développer ce type de projets. Donc, vous voyez, c'est un peu le style des polders, un peu à l'image. Donc, on voit les éoliennes un peu partout, on a les digues, on a encore des anciens moulins quand même, qui pointent les paysages. La chose intéressante que je voulais vous montrer rapidement, c'est que du coup, Goeree-Overflakkee s'est engagé dans ce processus de transition énergétique autour de 2010. C'était quand même avec une approche assez top-down. Mais en 2012, presque tout de suite, ils ont commandé un document liant, sur les questions des paysages à des paysagistes, HNS, normalement, une grande boîte paysagiste très connue aux Pays-Bas, pour essayer de comprendre comment leur ambition énergétique et les ambitions énergétiques qui venaient de haut pouvaient
être mises dans leur paysage à niveau spatial. Et après, en 2017, en fait, ils ont très très bien avancé sur la production énergétique, surtout vis-à-vis des éoliennes. Et en 2017, ils se sont dit, bah, en fait, on pourrait même gagner plus, on pourrait même exporter des surplus des ENR, enfin des productions d'énergie renouvelable qu'on a. Et encore une fois, ils ont refait appel à un bureau d'études paysagistes, urbanistes, même ingénieurs, pour comprendre quels scénarios spatiaux on pouvait avoir vis-à-vis de cet objectif. Là, je passe, mais je vous, là, c'est par exemple c'est les premières études des HNS sur Gouré-Overflack, donc ils ont fait plusieurs scénarios. Mais la chose que je voulais vous montrer, c'est ça. Parce que ça montre une différence avec la France sur l'état actuel. Dans les Pays-Bas, euh, ils ont en fait enfin, à travers les Climate Accords de 2019, ils ont développé cet document que c'est la Regional Energy Strategy, enfin donc stratégie énergétique régionale, dans laquelle c'est écrit que chaque territoire doit avoir des objectifs énergétiques pour les 2030-2050, mais il doit aussi s'assurer que ces objectifs soient spatialement possibles. Parce que je vous disais, les Pays-Bas, ils ont cette surface très 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 petite, très 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 dense. Donc cette question d'espace, ça se pose de façon importante. Et du coup aussi des paysages. Donc, vous voyez, c'est toujours Gouré Overflack. Dans les cadres de cette énergie stratégie, chaque territoire, il devait essayer de doter de ça, il n'y avait pas de choix. Ils ont fait appel à ces bureaux de paysagistes et urbanistes et architectes pour avoir différents scénarios. Et vous voyez qu'ils ont essayé de spatialiser et la sobriété et aussi la production d'énergie renouvelable. Donc voilà, ils ont fait aussi des calculs, hein, c'est pas juste comme ça posé, ça donne cette impression. Et là, c'est la Regional Energy Strategy des Gorée Overflack qui a été développée à partir, enfin c'est vraiment appuyé sur l'étude qu'on vient de voir. C'est encore des choses qui sont en cours de se finaliser, se mettre en place, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est vrai que les Pays-Bas, d'ici quelques années, ils vont en avoir pour chaque territoire des objectifs énergétiques et quand même des documents spatiaux paysagères pour les mettre en place au mieux. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donnera, enfin, on ne le sait pas encore, il n'y a pas encore de résultats, mais j'aimerais bien voilà, continuer à l'écouter parce que je le trouve quand même intéressant. Donc, pour finir, j'ai fini, j'étais rapide, enfin, un peu sur la fin, j'étais pas rapide dans ma communication, mais rapide vers la fin. En fait, c'est qu'est-ce que, comment dire, get your message across, enfin, les messages, juste ce que je voulais transmettre pour la fin, c'est qu'à travers, enfin, vous voyez, les questions énergétiques peuvent être perçues encore maintenant un peu comme hors sol, comme quelque chose très de la technique, très de l'infrastructure, mais à travers les paysages, à travers l'analyse de territoire, l'objectif, c'est de les ramener sur Terre, pour utiliser l'expression de nature. Ça permet de les réancrer pour, voilà, essayer d'aller vers quelque chose souhaité et ancré pour tout le monde. Merci pour votre attention. Et j'espère que je n'ai pas parlé trop vite parce que ça, c'est mon côté italienne. Je parle beaucoup trop vite. Merci beaucoup, Roberta. C'était super intéressant et même sur la fin, c'était passionnant, même si tu as passé quelques slides. Alors, si vous voulez réagir dans le chat ou prendre la parole pour poser une question à Roberta, n'hésitez pas. On a encore une vingtaine de minutes pour répondre aux questions et aux remarques. Dans le chat, on avait déjà quelques remarques. Alors, c'était Katia Sig qui parlait de sobriété dans le Twerset. Twerset en interrogation. Oui, oui. Mais je suis d'accord, hein, pardon, j'ai pas pu rentrer trop dans les détails. Mais en fait, les PCAET obligent à mettre en avant et les questions de réduction des consommations et les questions des productions d'énergie renouvelable. C'est sûr que pour les territoires, c'est beaucoup plus facile de mettre en avant les productions d'énergie renouvelable que la sobriété. Mais en tout cas, sur les TRC,
étant un territoire rural, donc les gros problèmes sont aussi liés au transport. Il y a des réflexions qu'ils essaient de mettre en avant pour réduire l'utilisation de la voiture, essayer de développer un peu les transports en commun. On va dire, je suis d'accord avec vous, il y a pas encore, il y a encore des réflexions, mais il y a des petites choses qui bougent. Mais c'est sûr, c'est pas les centres et souvent c'est des objectifs affichés qu'on ne sait pas s'ils seront aboutis ou même vraiment réalisés. Je voulais juste signaler que ceux qui veulent poser des questions cliquent sur l'icône réagir, le petit cœur qui est en bas de l'écran, et ils peuvent dans ces cas-là lever la main, c'est le en bas de l'ensemble des icônes. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Moi j'en ai une parce qu'il faut bien commencer. C'est sur les Pays-Bas, où on a été effectivement très rapide. Et j'ai noté qu'effectivement, d'abord, il y avait une obligation qui était sans doute première de traduire les objectifs nationaux en objectifs locaux, région par région. Mais que dans cette traduction, il y avait aussi la nécessité de localiser, donc d'aller assez finement dans la localisation des instruments de production d'énergie renouvelable. Alors, premièrement, est-ce qu'il s'agit uniquement des éoliennes ou de l'ensemble des systèmes de production d'énergie, notamment le photovoltaïque, la méthanisation, ce genre de choses, d'une part, et d'autre part, est-ce que cette traduction spatiale indiquée comme projet de territoire incluait de manière obligatoire, comme c'est le cas dans cet exemple de ce grand polder que tu as montré, est-ce que c'est obligatoirement mené par des gens ayant compétence en paysage? Question. Merci. En fait, alors oui, sur les Pays-Bas, ils ont cette approche quand même assez top-down. Après, ils peuvent s'y permettre probablement parce qu'ils ont une petite surface, je sais pas. Mais effectivement, ils ont essayé enfin, il y a eu des négociations et je pense qu'il y a encore des choses en cours, hein, parce que je vous dis, c'est des choses qui sont pas encore totalement arrêtées. Il y a eu des phases d'expérimentation, mais il y a eu des négociations entre le niveau national, entre les waterboards, entre les différentes provinces et après les différentes communes sur les objectifs énergétiques pour essayer effectivement de traduire à niveau local, territorial, ces objectifs nationaux pour les climate accords sur le 2050. En sachant qu'il y a les composantes des sobriétés et des productions d'énergie renouvelable, et comme je disais tout à l'heure, aux réduction des émissions de CO2. Et enfin, on va dire, production d'énergie renouvelable, c'est entre guillemets, assez facile à quantifier, même en termes quantitatifs. Réduction des consommations et aussi réduction de CO2, gaz à effet de serre, beaucoup moins, parce qu'il y a beaucoup plus d'autres facteurs qui rentrent dans la dynamique. Du coup, non, c'était pas seulement l'éolienne, il y avait déjà photovoltaïque, voire de la méthanisation. Enfin, chaque territoire, pouvait avoir un palette assez varié selon les caractéristiques du territoire. C'était pour ça aussi l'objectif, c'est d'avoir cette analyse spatiale des ressources locales. Après, aux Pays-Bas, les paysagistes, c'est un peu différent que la France déjà. Souvent, c'est des boîtes là qui ont répondu à la Régionale Énergie Stratégie. C'est des bureaux qui ils mettaient ensemble plusieurs expériences paysage, urbanisme, architecture. Donc c'est souvent c'est trois types plus d'ingénieurs aussi hein, qui travaillaient sur cette spatialisation. Donc, les paysagistes, ils sont là. Quelquefois, ils sont même plus leaders qu'en France, notamment la boîte HNS, mais aussi parce que c'est un titre plus reconnu qu'en France, je pense, vis-à-vis. Ça, c'est aussi une grosse différence entre les deux pays. Donc, Pardon. il y a une Oui, question qui est posée. On- alors on a la question, avez-vous des éléments de réflexion sur les projets de méthaniseurs de production de biogaz à la croisée de l'agriculture, des déchets et de l'industrie? Non, c'est une bonne question, mais en fait, j'ai pas des questions actuelles. Mais je vais commencer bientôt un projet de recherche qui s'appelle Agreli.
Donc, que ça, c'est financé par l'appel à projet ITCOP, donc l'OFB et l'ADEME, dans lesquels je vais explorer entre la France, enfin pas moi, mais avec aussi des collègues, hein, d'autres collègues, on va explorer cette question de méthanisation, du coup, liaison entre paysage, agriculture, technologie. En France et aux Pays-Bas, sur ces questions de méthanisation et aussi d'agrivoltaïsme. Donc, pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'éléments, mais je vais en avoir. J'espère faudra quelques années. Ok, merci beaucoup. On a une autre question de Karine Herbin. Comment évaluez-vous un paysage socio-énergétique durable? Vaste Je- je- question. La question de l'évaluation, c'est un gros sujet en fait. Je n'ai pas de réponse. Quand on parle d'évaluation, on parle d'indicateurs. Et moi, quand je vois tous les travaux qui ont été faits, plus on met des indicateurs, plus au final on fait des choix. Donc pour moi, la question des évaluations, enfin, je sais pas, on peut mettre certains sujets sûrement, mais ça devient rapidement un peu artificiel. J'ai j'ai pas de réponse précise sur ça. Ok. On revient au cas du Touartet, pardon, où Denis Mirali nous demande quel est le nombre de mâts envisagé pour la production électrique éolienne qui augmenterait de 900 et quelques pourcents, et l'interaction Je sais pas. éventuelle avec Ouais, d'autres parcs euh, éoliens. je sais pas, parce qu'en fait, ça dépend du type d'éolienne qu'ils vont choisir. Enfin, il y a des éoliennes qui peuvent avoir 1 mégawatt, d'autres 3, 4 mégawatts. Donc, ça va dépendre du parc éolien et du développeur. Là, j'ai pas de réponse. Ça va dépendre justement de la puissance qui sera choisie. J'imagine qu'ils vont essayer de mettre gros et moins, mais c'est pas toujours le cas, hein. Ça dépend vraiment des lieux. Mais c'est un choix un peu cornélien. Soit on a des méga éoliennes, de très gros engins, très hauts, qui doivent être très loin, mais il n'y en a pas beaucoup, ou il y en a moins. Soit on en a des plus petites, mais qui sont plus nombreuses. Donc c'est vraiment Ouais. Il y au choix avait du aussi la territoire et question. de plus absorber. Ouais, il y avait aussi la question en réalité d'aller forcer certaines éoliennes que ça devenait un peu obsolète ou qu'elles produisaient pas beaucoup. L'idée, Oui. c'était aussi de enlever celles-ci pour en mettre d'autres plus performantes. Ceci, quelque chose que ça se passe. Maintenant, il y a des champs éoliennes qui commencent à avoir quand même 20, 30 ans. Et c'est vrai que, enfin, d'aller forcer, c'est plutôt 15 années, mais c'est des choses qui commencent à être envisagées aussi. Euh, Dans le cadre général de la transition écologique et de l'atténuation des gaz à effet de serre, Katia Sig dit qu'il faut également prévoir des plantations d'arbres, de forêts urbaines, de haies, qui sont des absorbeurs de carbone. On est d'accord, je pense qu'il n'y a pas de doute. C'est pour ça que je vous mettais aussi la question de sobriété énergétique par les vivants. Enfin, oui, bien sûr, en ville, mais pas que en ville. C'est juste la problématique que je mets en avant de ça, c'est que c'est difficile à quantifier encore. Enfin, on peut commencer à voir avec les travails aux infrarouges, c'est dans les soirs d'été, c'est à Paris, il y a notamment la forêt urbaine, les bois urbains, etc. Est-ce qu'il va y avoir un impact? Quel impact? Enfin, on, on a encore des difficultés à quantifier et à voir sur le long terme. Ceci, pour ça que c'est difficile, quelquefois, les faire mettre en avant et c'est beaucoup plus facile de produire l'électricité. Enfin, par vue ANR, mais on est bien tous d'accord sur ça. Je regarde s'il y a d'autres mains levées. On a aussi beaucoup de remerciements dans le chat. Ouais. C'était passionnant, exposé brillant, très éclairant et bien informé. On Donc, t'entend, merci. Blandine, je suis pas sûr, ton micro est coupé. Non, mais je parle avec Ah bon, vous. pas avec le mien. Mais du coup, voilà, beaucoup de Ah, moi, remerciements. Merci beaucoup, Roberta, pour cette alors, de toute intervention. façon, le diaporama sera disponible également hein, en support de l'intervention pour On que a, chacun puisse éventuellement prendre connaissance, y compris des quelques frustrations qu'on a eues avec des diapos qu'on voyait apparaître et qui disparaissaient aussitôt, parce qu'il fallait aller vite. J'ai Moi, été trop ambitieuse dans mes... on a Pardon, on aussi peut beaucoup toujours de tout dire, au final. questions sur les manières d'aborder la compatibilité de ces infrastructures énergétiques aux droits des paysages protégés. Les approches entre Pays-Bas et France sont-elles différentes, y compris dans la gestion des conflits? Attendez, il faut que je...
Ouais, c'est la question de la gestion des conflits entre les compatibilités entre certains éléments de paysage, certains paysages protégés en tant que tels, au titre de leur valeur et de leur caractère, et la mise en place de dispositifs de type éolien ou photovoltaïque. Oui, Bertrand, les conflits. et j'avoue que là, j'ai pas beaucoup travaillé sur les conflits, donc je sais pas exactement comment sont gérés de façons différentes dans les deux pays. Je peux pas vraiment répondre, mais il y a des chercheurs qui ont travaillé sur ça, notamment à la NADA et en France, et il a pu travailler sur les questions des conflits, notamment sur les questions éoliennes. Moi, c'était qu'est-ce que je peux dire un peu de qu'est-ce que j'ai vu aux Pays-Bas, ça reste quand même une approche assez top-down. Et en sachant qu'à un certain moment, il faut, enfin, s'ils veulent arriver à leur objectif énergétique, il n'y a pas de place. Donc, il y a des arbitrages très tranchés qui doivent être faits. Il n'y a pas des plans B en quelque sorte. Même, ils ont fait des études dans lesquelles ils essayaient de comprendre, c'est leur ambition énergétique. Ils avaient un correspectif, même quantitatif, spacieux. Donc, j'imagine que dans la gestion des conflits, mais pareil, je peux pas, enfin, je connais pas totalement le sujet, mais Et, voilà. moi, ce qui me frappe quand même, enfin, un des diagrammes que tu as montré, c'était le nombre d'éoliennes aux Pays-Bas, qui est le même qu'en France, sauf que les Pays-Bas sont 13 fois plus petits. Et pourtant, le ciel ne leur est pas tombé sur la tête. Pas encore, non. C'est vrai que c'est assez parlante, ces données-là. Non, ce que je veux dire par là, c'est En qu'il y tout a une cas, acceptabilité sociale de ce nombre d'éoliennes et d'autres dispositifs qui semble euh, beaucoup plus forte qu'en France, sinon on en aurait entendu parler de conflits, de difficultés, de manifestations. Voilà. mm, Est-ce que ce n'est pas parce que précisément l'intégration euh, dans l'espace de ces engins est pensée dès le départ? il est quoi, pardon? Elle Est est? pensée, réfléchie. C'est-à-dire qu'en gros, le paysagiste ou la personne compétente en paysage ou en aménagement de l'espace intervient en même temps que l'installateur de l'éolienne. Je pense que c'est un peu, il y a des études d'impact comme en France. Mais c'est vrai qu'il y a ces approches de paysage à plein de paysages depuis le début. En tout cas, maintenant, avec les régionales énergie stratégie, il y a cette idée de regarder globalement, effectivement, pour trouver les lieux selon plusieurs critères où implanter les différentes sources énergétiques. Il y a aussi les gros sujets de l'offshore, des éoliennes en mer. C'est pour ça aussi que enfin, les Pays-Bas, ils sont en train beaucoup de développer ça aussi, parce qu'ils le voient en manière pour arriver à certains objectifs. Euh, Est-ce que tu aurais par hasard, ou est-ce qu'on pourrait rechercher, ou est-ce que quelqu'un pourrait rechercher le nombre de paysagistes par habitant aux Pays-Bas en comparaison de notre pays? C'est une Je bonne sais question. que, Je sais je sais que d'ores et déjà qu'il y en a 2 fois plus par habitant en Allemagne qu'en France. pas. Exercice. Je vais faire l'exercice. Si, si, bonne idée. Est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce qu'on s'arrête là? J'ai l'impression que c'est Il- bon. oui, il se fait tard. Et il y a peut-être des personnes qui n'ont pas encore mangé. Donc, Ben, merci beaucoup, voilà. Roberta, pour ton intervention. Merci aux interprètes qui ont traduit cette conférence en allemand. Et vous pourrez retrouver du coup la rediffusion de ce webinaire sur la chaîne YouTube du projet Interreg Horizon Climatique et sur le site du collectif PAP. Donc, Euh, prochain épisode. Prochain épisode le 26 juin avec Fabienne Joliet sur la notion de beauté dans les paysages au cours du temps et en fonction des cultures. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci à vous. Merci.